Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Filion avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour notre nouvel épisode. Il y a 2 semaines, je vous ai présenté une interview avec le joueur de centre Valtteri Filppula. On avait discuté ensemble, entre autres, de Champions Hockey League et je voulais prendre quelques instants pour le féliciter ainsi que toute l'équipe du Genève Servette Hockey Club pour leur titre de CHL à remporter mardi. Si vous voulez revoir d'ailleurs cette interview, n'importe quelle interview de notre saison d'Overtime NHL ou n'importe quel épisode, c'est disponible sur toutes nos plateformes, que ce soit sur YouTube, sur notre application numérique MySports, sur notre site Internet, ainsi que sur nos plateformes d'écoute audio, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, beaucoup d'endroits donc où vous pouvez retrouver tous les épisodes de la saison. Sans plus attendre, on va commencer notre émission d'aujourd'hui avec l'entraîneur Danny Gélina. On accueille Danny Gélina pour cette émission d'Overtime NHL. Danny, toujours un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup d'être là. Oui, bonjour Jonathan. Danny, on va commencer évidemment avec le segment Hop Suisse et on va parler de l'équipe qui retient le plus l'attention en Suisse. Évidemment, ce sont les Devils du New Jersey. Il y a beaucoup d'actualités du côté des Devils du New Jersey. D'ailleurs, il y a 2 joueurs suisses qui ont fait leur retour. L'un qui avait été rétrogradé, Akira Schmid, qui a été rappelé par les Devils du New Jersey. Et l'autre, évidemment, c'est Jonas Sigenthaler qui était blessé, là, qui est en fin de retour en santé. Danny, je veux quand même parler de la situation de tous et chacun parce que, bon, ils ont tous des situations un peu différentes. On va commencer par Akira Schmid. Il est de retour avec les Devils. Pour l'instant, n'a toujours pas eu la cage des Devils depuis son rappel. Il a vraiment des chiffres complètement différents, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale par rapport à l'an passé. Est-ce que pour toi, c'est un cheminement normal pour un gardien de peut-être avoir un petit creux de vague après une saison aussi incroyable qu'il l'a vécu l'an passé? Oui, pour un gardien, ça arrive souvent. Ça arrive souvent que ça démarre relativement bien, comme ça a démarré. Et ensuite, on voit que là, il a du mal un petit peu à trouver son deuxième souffle. Tu vois, et l'équipe aussi, à un moment donné, a eu du mal à trouver son deuxième souffle. Alors, du coup, ça ne l'a pas aidé. Il paraît encore plus mal. Puis après ça, quand il a été redescendu en AHL, il a aussi du mal à trouver sa place. Alors, je dirais que c'est un cheminement normal, mais où je ne me fais pas de soucis pour Akira Schmid, c'est que Akira Schmid est habitué à ça. Vous allez me dire qu'il l'a fait dans un autre niveau. Oui, effectivement, il l'a fait quand il était à un AHL, USHL. Il a fait les allers-retours. Il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours gardé la tête haute. Il a toujours travaillé fort. Et c'est ce qui me fait dire que son tour va venir, mais c'est pas évident pour un gardien de but, mais c'est assez flagrant et ça arrive assez souvent pour les gardiens de but. Est-ce que tu penses que peut-être qu'on minimise l'aspect mental de tout ça? Parce qu'Akira Schmid, après les playoffs qu'il a connus, là, tout le monde le voyait comme le futur gardien, je n'irais pas jusqu'à remplacer le nouveau Martin Brodeur pour les Devils, mais c'était le gardien d'avenir. Il était clairement, après les playoffs de l'an passé, après la fin de saison de l'an passé, pointé du doigt comme étant le futur gardien numéro 1 des Devils du New Jersey, avec une saison qui n'a pas été, mais globalement, au niveau des Devils, ça n'a pas été incroyable comme saison. Ce n'est pas incroyable comme saison. Ils se battent toujours pour les playoffs. Dans son cas, ça a été compliqué. Est-ce que tu penses qu'on minimise peut-être l'aspect mental? Est-ce que c'est difficile pour un athlète comme ça qui essaie de faire sa place, de faire la fameuse navette AHL, NHL? Est-ce que tu penses que ça joue mentalement aussi? Ben oui, ça joue mentalement. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui démissionnent bien avant, que ce soit un gardien de but ou les joueurs de champ. À quelque part, c'est là que toute la différence se fait entre ceux qui restent et ceux qui partent. Et c'est pour ça que ça me fait dire que Akira, c'est pas un surhomme, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup subi aussi dans son jeune temps. Et je pense qu'il est capable de passer l'épaule et c'est pour ça qu'il continue à se battre et c'est pour ça d'ailleurs que les Devils continuent à croire en lui. Parce qu'ils savent très très bien que mentalement, c'est un battant, c'est un gars qui s'est battu, c'est un gars qui sait se battre et contre l'adversité. Et l'adversité, ça le rend meilleur. Et c'est pour ça que je me dis que ce gardien-là, il faut lui laisser un petit peu de temps, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas démissionner trop vite.
Bon, évidemment, ce qui pourrait aider éventuellement Akira Schmid, on lui souhaite évidemment d'avoir la cage le plus rapidement possible du côté des Devils, mais ce qui peut aider Akira Schmid et les gardiens des Devils, c'est évidemment le retour du Suisse Jonas Siegenthaler. Défensivement, les Devils du New Jersey, c'est pas la même équipe que l'an passé, même si on a rentré des jeunes prometteurs comme Luke Hughes, comme Simon Nemec, reste qu'un gars comme Damon Severson, comme Ryan Graves, ce sont deux des défenseurs qui manquent aussi parce qu'ils étaient des défenseurs responsables aussi dans leur territoire, qui fermaient aussi les ouvertures, les bons angles de tir et tout. C'était des défenseurs très intelligents. Mais le retour de Siegenthaler peut venir aider justement à solidifier tout ça. C'est une évidence, mais aujourd'hui, on a la preuve qu'on essaye de vendre aux jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut des Kel McCarr partout. On veut des défenseurs on a un peu stéréotypé le défenseur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a une vingtaine d'années, le stéréotype du défenseur, c'est le gros bonhomme, 200 livres, le Chris Pronger en défense, stay in the box, tu restes en défense, puis tu donnes le puck, puis voilà, tu traverses même pas la ligne rouge avec le puck, tu vois. Et aujourd'hui, ça a changé. Et on essaye de vendre le prototype du défenseur comme Kel McCarr, au lieu de le vendre, de vendre Kel McCarr comme une exception. Des Romagnosi, des exceptions. Il y en a, et on essaye de vendre le profil du défenseur comme ça aujourd'hui. Et du coup, ben, quand tu vas recruter des jeunes défenseurs, ben, ils essayent tous de jouer. Bon, moi, c'est mon jeune temps. Si je dis ça, personne ne va comprendre. Si je dis qu'ils veulent tous jouer comme des Bobby Orr, il n'y a personne qui va comprendre. Là. Mais si tout le monde veut jouer comme ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que les défenseurs qui sont partis, Ryan Grace, par exemple, ben, c'est un gars qui était capable d'apporter son offensive avec un gros bagage défensif. Ouais. Et ça, aujourd'hui, ben, quand tu as un jeune défenseur comme Akira Schmid, c'est ce qui a fait la différence l'année dernière pour Akira Schmid, c'est que la défense qu'il y avait devant lui, c'était une défense. Il défendait. Là, aujourd'hui, si on calculerait le nombre de mètres avancés par les défenseurs, ça serait assez incroyable. Si on ferait comme au football américain, là, de voir combien de fois les défenseurs transportent la rondelle au lieu de donner la rondelle aux attaquants, je pense qu'aujourd'hui, les Devils seront en déficit. Je trouve vraiment intéressant la façon dont tu as fait une différence entre les défenseurs, parce que c'est vrai que des Shea Weber, des Chris Pronger, même des Scott Stevens, si on recule un peu plus loin, c'était des défenseurs physiques, bons dans leur territoire. C'était vraiment des défenseurs qui étaient capables de freiner l'adversaire, mais qui amenaient aussi de l'offensive à leur manière, avec des gros shoots. C'était vraiment le tir sur réception en power play qui était leur arme favorite. C'était vraiment les défenseurs bien balancés qui sont plus difficiles, justement, je trouve, à trouver dans notre génération, parce que tu as bien raison. Eric Carlson, Piquet Souban, quand ils sont rentrés dans la Ligue, évidemment, c'est la génération qui a tout juste précédé celle de Yossi, celle de Makar, mais c'était des défenseurs de contrôle de puck. Les joueurs, ces défenseurs-là voulaient absolument avoir le contrôle de la rondelle le plus longtemps possible, voulaient faire des jeux spectaculaires. Évidemment, c'est venu avec des Adam Fox, des Ken Makar maintenant qu'on a aujourd'hui. On est chanceux d'avoir des si bons défenseurs. Mais c'est vrai que à l'époque, les défenseurs se concentraient sur la défensive avant, puis ensuite amélioraient l'attaque. Oui, mais et là, c'est un peu l'inverse. Oui, bien exactement, c'est exactement ça. Et s'il y a des jeunes défenseurs, des jeunes joueurs de hockey ou joueuses de hockey qui nous écoutent, aujourd'hui, la priorité pour un défenseur offensivement, c'est avoir une bonne première passe en sortie de zone, avoir un bon jeu de transition, un bon regroup, être capable de relancer les attaques en zone neutre et d'avoir une bonne couverture à la ligne bleue offensive. Ça, c'est déjà 3 points super importants pour un défenseur offensivement que tu peux apporter à l'attaque avant le contrôle de la rondelle. Avant le contrôle. Et on met trop de temps et on met trop d'emphase là-dessus. Et moi, j'ai une petite histoire là-dessus, une anecdote où je m'occupe d'un jeune joueur où il s'est fait dire plus haut que son jeu défensif était probablement un des meilleurs. Il était très bon. Il jouait très, très bien défensivement. Il était vraiment sérieux. Mais pas assez sexy. Il ne joue pas assez avec la rondelle. On ne le voit pas assez. Et s'il veut aller plus haut, on doit le voir. Ah, t'imagines? Le message qu'on envoie, OK,
aux jeunes aujourd'hui. Ils se demandent aujourd'hui comment je peux jouer au hockey, comment je dois jouer si je veux réussir. Autrement dit, il doit jouer contre nature pour réussir. Ouais. Et tout le monde sait que jouer contre nature, c'est un flop. Ouais. C'est un flop. C'est un flop. Tu oublies, c'est un flop. Hein? Si on demande à un rugbyman de s'aligner pour les Jeux olympiques sur un 100 mètres, je pense pas que ça va marcher. Ah non, ça c'est. Bon, Et, alors, et c'est justement, et Seguin Thaler, pour revenir à lui, il revient oui, dans pardon. l'alignement. Lui, c'est un défenseur Mhm. justement qui n'a pas joué contre nature. Hein. C'est un vrai stay-at-home defenseman. Et il le fait très bien. C'est l'un des bons dans la Ligue nationale de hockey. Il a pris le temps de se développer. Les Capitals, qui, quand ils l'ont envoyé aux Devils, les Devils ont été patients. Je pense que c'était la meilleure transaction pour lui. C'est le meilleur mouvement pour lui, c'était d'aller justement du côté de New Jersey. Oui. Une équipe qui l'a bien développée. Et espérons pour les Devils que son retour va être salutaire. On va rester chez les Devils. En plus, on les diffuse 2 fois ce week-end. Une fois samedi contre le Canadien de Montréal. Aux commentaires, j'y serai en français. Et le dimanche, le lendemain, contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, on aura la chance ce week-end de voir les Devils du New Jersey en action. Et l'un des joueurs qui a vraiment retrouvé sa touche dans cette équipe-là, évidemment, Jesper Bratt connaît une belle saison. Évidemment, Jack Hughes également. Mais Nico Hischier, depuis le début de l'année 2024, c'est 21 points en 20 matchs. Les blessures, c'est derrière lui. Le début de saison, coup-ci, coup-ça, c'est derrière lui. Là, on retrouve vraiment le Nico Hischier de l'an passé, le vrai Nico Hischier. C'est celui qu'on voit depuis 2024. Ben, le Nico Hischier en santé, c'est un Nico Hischier qui est performant, un gars qui est capable de faire la différence. Et lui, il fait partie des attaquants qui va, peut-être, hein, je dis peut-être, là, je m'avance énormément, mais tu vois, on parlait des défenseurs tout à l'heure, mais là, lui, il fait partie des attaquants où, pour lui, c'est difficile d'avoir des saisons à 100 points. Okay? Parce que lui, il est pas constant. Lui, son autoroute, elle n'est pas à sens unique. Tu vois? Lui, il va en avant, il va en arrière, il va en avant, il va en arrière. C'est un joueur qui joue pour l'équipe, c'est un joueur qui est concentré sur le jeu et répond à la demande du jeu. Et il ne va pas dans un sens et puis il dit, bon, ben écoute, il se passera. Si je suis moins 4 aujourd'hui, c'est pas grave. Si j'ai mes 4 points ou mes 3 points, j'ai passé une belle soirée. Alors, du coup, c'est un joueur, à contrarier, qui va toujours avoir des saisons à 60, 70, ce qui est déjà pas mal. Il faut y aller. Hein? Ouais. Il faut y aller, d'accord? S'il reste en santé, quand tu regardes son pourcentage, c'est un gars qui peut avoisiner, je pense, les 60 et 70 points par saison en étant aligné toujours contre les meilleurs trios et aligné aussi parfois pour briser le jeu adverse, c'est-à-dire jouer contre les meilleurs trios. Alors, c'est pas si mal quand même. C'est que Nico Hischier, des soirs, il est capable de jouer comme un vrai premier centre de NHL, mais sinon, là, dans le meilleur des mondes pour les Devils du New Jersey, c'est un deuxième centre de luxe dans la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur qu'on peut comparer à un Patrice Bergeron. C'est un joueur qui, comment je pourrais dire, en zone défensive, ne fait pas d'erreur. C'est un gars vraiment qui prend les bonnes décisions au bon moment. C'est un gars qui, bon, évidemment, il n'a pas toute l'expérience de Patrice Bergeron encore. C'est encore un jeune joueur. On l'oublie parfois, mais c'est encore un jeune joueur, Nico Hischier. Mais dans le haut de sa carrière, vraiment au sommet de sa carrière, il peut être un joueur un peu à la Hansi Kopitar, un peu à la Patrice Bergeron. C'est des gars qui sont capables de produire offensivement, qui ont l'esprit offensif, mais qui n'oublieront jamais le côté défensif de leur jeu aussi, puis qui ne seront pas nécessairement toujours flashy, mais toujours efficaces. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure des défenseurs, mais là, ça rebondit sur les attaquants. Ouais. Ça rebondit sur les attaquants. Bon, c'est positif pour Nico Hischier. Un joueur qu'on aura à l'œil aussi ce week-end, par contre, c'est Timo Meier. Et ça va moins bien cette saison pour Timo Meier, seulement 10 buts. Il doit évidemment se racheter dans la deuxième partie de cette saison, surtout si les Devils veulent participer aux playoffs. Ils vont avoir besoin de Timo Meier. Mais qu'est-ce que tu aimerais voir de lui dans cette deuxième moitié de saison? Tu sais, toi, comme entraîneur, là, tu vois Timo Meier, s'il ne réussit pas à noircir la feuille de pointage sur une base régulière, s'il ne réussit pas à marquer des buts chaque soir, qu'est-ce que tu veux voir de Timo Meier qui donnerait le sentiment qu'il est dans la bonne voie? Son body language. Il faut qu'il change son body language. Il ne donne pas l'impression d'être un gars heureux. Quand tu le regardes sur la glace, c'est vrai que c'est un gars qui n'est pas toujours expressif, mais là, il y a des limites. Son body language n'est pas bon. Son visage n'est pas beau. On sent que le joueur n'est pas heureux. Il peut être déçu de sa saison,
Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible autrement. Et la deuxième chose que je voudrais voir changer, moi, qui me fait mal dans les statistiques, c'est son moins 24. Son moins 24, là, il fait mal. Tu vois, je veux dire, tu marques pas, mais rends-toi responsable et trouve un moyen d'avoir de l'impact pour ton équipe sur l'adversaire. Hein? Tu ne peux pas avoir juste de l'impact quand tu marques. Okay? Quand tu es dans une léthargie, quand les choses ne vont pas, ou quand tu es dans un mauvais soir, tu ne sens pas tes jambes, tu dis, mais de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mes jambes ne veulent pas bouger. La première chose auquel tu dois penser, c'est comment je peux être responsable, comment je peux avoir de l'impact dans mon équipe ce soir pour être rentable. Je ne vais peut-être pas mettre 3 goals, mais comment je peux faire pour avoir un résultat pour aider mon équipe ce soir? Et de ne pas avoir la tête baissée en disant, ben, la seule chose qui compte, c'est il faut que je marque, il faut que je marque, il faut que je marque. Puis au bout du compte, tu finis le match à moins 3. Ouais. Là, tu as un problème. Là, il y a un gros problème. Espérons qu'il changera justement cette body language que tu parlais et justement qui va se rendre. Mais je ne sais pas si c'est une question de. Parce que, bon, évidemment, depuis le début de la saison d'Overtime NHL, on en a parlé de Timo Meier, de sa saison décevante. Est-ce que ça peut être simplement le style de jeu, l'environnement? J'ai de la difficulté à le croire parce que quand tu vois un Jack Hughes qui s'émerveille, qui explose offensivement, j'ai de la difficulté à croire qu'on retient à ce point Timo Meier pour expliquer qu'un système de jeu peut ne pas lui convenir alors qu'à San Jose, il marquait 40 buts par année. Oui, non. Je pense que, bon, après, est-ce qu'il y a une bonne communication ou est-ce qu'il s'entend bien avec l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur lui donne suffisamment? Moi, on va te dire un truc. J'ai déjà entendu souvent par les entraîneurs de la NHL que l'espace qu'on laisse aux joueurs offensivement pour dire, comme tu viens de dire avec Hughes, pour s'amuser, pour créer, pour développer, l'espace que tu laisses aux joueurs dépend uniquement de son niveau de responsabilité défensif. Quand tu sais que les joueurs sont responsables, tu leur donnes l'équivalent en espace. Quand tu sais que les gars ne sont pas responsables, tu ne peux pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent parce que c'est des gars qu'à 2 minutes de la fin, tu mènes 2-1, ils vont tenter tout et n'importe quoi. Il faut que les joueurs sachent que l'espace de créativité que tu laisses à un joueur va aussi dépendre de son niveau de responsabilité qu'il va prendre envers l'équipe. Si le joueur n'est pas responsable, tu ne peux pas laisser un joueur faire tout ce qu'il veut. Mais tu vois, tu dis ça, puis le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Cole Caulfield à Montréal. Mm-hmm. Il marque moins de buts cette année, obtient quand même sa part de points. Mais par rapport à l'an passé, j'ai l'impression qu'il coûte moins de buts. Simplement parce que en ce moment, il est en train justement de trouver son équilibre. C'est son équilibre. L'équilibre. Exactement. Et ça, c'est l'expérience, d'accord? Ça, il faut laisser le temps aux joueurs. Mais là, on parle de Timo Meier et Caulfield. Ouais. Timo Meier, lui, il a l'expérience aujourd'hui et il sait comment faire. Mais tu as effectivement raison, Caulfield, c'est vrai qu'il marquait beaucoup, mais il coûtait beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, le ratio n'était pas très, très bon. Le ratio n'était pas bon, mais comme de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose pour le Canadien, on n'en parlait pas beaucoup. C'est ça. Mais il arrive un moment où quand chaque point compte pour faire les séries éliminatoires, ça commence à compter. Là. C'est ça. C'est que s'il garde cette attitude-là au moment où c'est les bagarres pour les playoffs ou qu'on est rendu en playoffs, c'est là qu'il coûte cher. Puis c'est cette mentalité-là qu'il faut casser pour les jeunes joueurs. Donc, je le rappelle, 2 matchs des Devils, dont un commenté en français ce week-end, samedi contre le Canadien de Montréal et dimanche en anglais face au Lightning de Tampa Bay. On va passer à une autre équipe. Quand on se parlait avant l'émission, je t'ai demandé un peu des idées de sujet. Tu m'as tout de suite parlé des Kings de Los Angeles. Les Kings qui semblent être en voie de se replacer, c'est 4 victoires de suite, sont de retour dans le portrait des playoffs, sont 6 points d'avance maintenant comme pour leur place en playoffs. Kevin Fiala, ça va moins bien. C'est 1 point en 6 matchs dernièrement. Il a quitté, là, il était à 1 point par match depuis le début de la saison. Là, c'est un petit peu en dessous. Mais tu voulais parler de fatigue mentale. Et je trouvais ça intéressant. Je vais tout de suite te passer le puck, comme on peut dire, parce que je veux t'entendre parler d'une possible fatigue mentale. C'est ça que tu vois, toi, qui expliquerait cette baisse de régime des Kings? Ça pourrait expliquer ça parce que
Le début de saison a été incroyable. Hein? Ouais. Ils ont fait un très, très bon début de saison. Tout marchait bien, mais ils avaient un système ultra disciplinaire. Vraiment disciplinaire. Il n'y avait pas beaucoup d'espace à la créativité, pas beaucoup d'espace au jeu, mais c'était de l'ancien hockey. Vraiment, c'était vraiment ultra disciplinaire. À la Jacques Lemaire. Tu vois, c'est. Ouais. Tu vois? Et là, c'était solide. Et c'était beau, c'était bien. Mais à partir du moment que tout le monde vraiment était concentré pour le jouer. Mais à un moment donné, ben, il est arrivé, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, l'équipe a explosé. Mentalement, les joueurs étaient fatigués de jouer ça. Ça demandait beaucoup d'énergie mentale, physique, beaucoup de patience. Alors du coup, la patience, ça te bouffe du mental. Et les joueurs se sont fatigués du système. Et là, ça a commencé à rouler. Tiens, tu perds une fois, tu perds deux fois, tu perds trois fois. Puis là, ils sont rentrés dans une spirale négative. Puis puis finalement, ben, les joueurs, à un moment donné, ont mis ça sur le dos du système, finalement. Sans fait par exprès. Parce que c'est ce qui est arrivé. Et du coup, ben, le changement d'entraîneur devenait obligatoire. Mhm. Obligatoire. Parce qu'il fallait vraiment changer le système. Il fallait redonner aux joueurs l'envie de jouer un autre jeu qui leur convient peut-être mieux, mais en même temps, est-ce qu'il est efficace? Et c'est toujours la question qu'il faut se poser. Hein. C'est que finalement, ça a marché pendant 2 mois et demi, 3 mois. Ça a marché super bien, les joueurs jouaient bien, mais mentalement, les gars étaient vraiment au bout. Et du coup, il n'y avait plus de place même à la communication. C'est-à-dire que quand les joueurs mentalement sont pris, il n'y a plus de place à la communication. C'est très difficile de communiquer avec une équipe qui est mentalement décrochée. Et du coup, ben, la structure ne pouvait plus tenir. Les gars n'arrivaient plus à tenir la structure, n'arrivaient plus à tenir le système de jeu. Et puis à un moment donné, ben, quand tu embarques dans une spirale négative, ben, tu laisses aller. Tu laisses aller, tu déroules et tu rentres dans une spirale qui est très difficile à sortir de là. Tu sais à quoi ça me fait un peu penser? J'avais entendu des témoignages d'anciens joueurs de Guy Boucher lorsqu'il l'entraînait. Je me souviens pas si c'était à Tampa Bay ou à Ottawa, mais que c'était... 1-3-1 à Tampa Bay. Oui, mais c'était tellement un style de jeu pour les joueurs qui faisait toujours réfléchir, qui était très compliqué, qui enlevait l'instinct du joueur, que ça a marché, mais à un bout de temps, c'est les joueurs qui ont décroché. Mhm. Et ce que tu me racontes là, j'ai tout de suite cette idée en tête, ce parallèle qui me Ouais. vient. Et j'ai une question pour toi, Danny. Comme coach, est-ce que c'est pire une fatigue mentale, cette espèce d'épuisement mental, comme on Mhm. pourrait le dire, ou épuisement physique? Mental. Physique, tu peux toujours. On dit qu'il faut toujours faire très attention. Fatigué physiquement, c'est toujours plus facile de récupérer physiquement que de récupérer mentalement. OK? Et on dit toujours que les 20 derniers centimètres sont toujours très importants. OK? Que les joueurs soient fatigués jusqu'ici, c'est pas très grave. On trouve toujours les moyens de récupérer. D'accord? Mais quand les joueurs sont fatigués là, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué, puis très dangereux parce que, je te l'ai dit, la communication ne peut pas passer normalement. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail, ça demande éventuellement un break, c'est-à-dire Mhm. éventuellement de plus se voir pendant. Ouais. Puis ça, c'est pas possible en NHL. Tu vois ce que je veux dire? Non. Alors, du coup quand ton équipe elle est fatiguée mentalement, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été très, très rapide et puis ça n'a pas trop lésiné sur les changements et puis sur les choix des personnes pour ramener une dynamique. Ça a pris quelques matchs d'ailleurs, hein, Ouais. Non. ça a pas tourné tout de suite. Puis je saute directement sur Fiala. Fiala n'est pas dans une léthargie. Fiala est dans un système aujourd'hui où il faut gagner. Les Ouais. joueurs, ils ne peuvent pas partir tu parlais de Caulfield tout à l'heure? Ouais. Ben là, Fiala est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Ouais. Ou il Et ce doit. qui est difficile sur Ouais. le plan des journalistes, c'est qu'on met beaucoup l'emphase sur You Fiala, You Fiala, You Fiala. Mais Fiala, aujourd'hui, il est au diapason de l'équipe. Il se met au service de l'équipe. Et ça veut pas dire que c'est négatif Non, pas du tout. du tout, du tout. Non. C'est l'instinct du moment, c'est le moment qui veut ça du joueur. Et le joueur, à lui de savoir s'il est important pour le groupe de faire les séries éliminatoires ou d'avoir ses 71 points, ses 71 points à la fin de la saison. Ouais. Tu parlais de prendre un break. Tu as besoin de prendre un break pour refaire le niveau, l'aspect mental d'une équipe, d'un groupe.
Est-ce que, évidemment, c'est pas le luxe qu'on a en NHL. Est-ce que, parce que là, si on prend l'exemple des Oilers d'Edmonton, changement d'entraîneur, si on prend l'exemple des Kings de Los Angeles, changement d'entraîneur, est-ce que le changement d'entraîneur est la seule solution pour tourner un peu cet aspect mental? Non, l'évaluation est très importante. L'évaluation est très importante. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les deux directeurs des deux équipes, c'est des gars qui ont de l'expérience. C'est pas des gars qui ont pris leur temps quand même. Hein. Harlan, à Los Angeles, à Edmonton, on ne peut pas dire qu'il a été le plus rapide pour prendre une décision. Ouais. Mais elle était importante à prendre comme décision. Il fallait vraiment. Puis il y avait quand même des paramètres qui n'étaient pas trop faciles non plus, parce que dans les buts à Edmonton, c'était pas. Non, c'était pas je pense que ça n'a pas aidé le coach. OK? Et du coup, c'était difficile de savoir si vraiment le coach était le souci ou c'était plutôt la structure de l'équipe. Ouais. Et c'est pour ça que c'était important de faire attention. Après, il y a aussi la responsabilité des joueurs. Aujourd'hui, à Edmonton, tu changes d'entraîneur. OK, good. Mais tu as McDavid et Draisaitl qui ont mis le turbo. Hein. Ouais. Ils ont pris leurs responsabilités puis ils ont embarqué tout le monde dans le même bateau. Puis je suis persuadé qu'ils ont cassé des œufs. Je peux te le dire, c'est sûr et certain, parce que ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans le bateau, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Soit tu dégages ou soit tu embarques. Ben, c'est quand tu as une équipe composée avec les deux meilleurs joueurs de la Ligue, là, ou deux des meilleurs joueurs de la Ligue, à un moment donné, il faut que tu gagnes. Et là, les Oilers doivent rentrer dans cette spirale positive aussi de gagnant. Mm-hmm. Dernier sujet dans ce segment Up Suisse, Danny. Je veux quand même qu'on parle un tout petit peu de Yannis Moser des Coyotes de l'Arizona. Moser qui, après un lent départ, d'ailleurs, il nous l'avait dit ici sur Overtime NHL, a repris ses marques. Son entraîneur, d'ailleurs, lui a donné plus de confiance. Je lui avais posé comme question, est-ce que les playoffs sont un objectif? Sans botter en touche, c'était compliqué pour lui de dire que oui, hein, c'est vraiment un processus du côté de l'Arizona, mais clairement, il disait que l'équipe était à prendre au sérieux. Mais là, c'est 10 défaites consécutives pour les Coyotes. Donc, terminer les playoffs, là-dessus, on est, soyons honnêtes. Est-ce que tu es déçu de voir que le bateau ait pris l'eau comme ça? Parce que pendant la première moitié de la saison, les Coyotes de l'Arizona étaient dans le portrait des playoffs, étaient tout près des playoffs. Est-ce que tu es déçu de les voir comme ça chuter au classement aussi? Ça fait partie du processus aussi. Moi, je suis déçu pour eux. Puis, c'est assez drôle parce que les 10 défaites coïncident avec le retour aux sources, le retour aux nouvelles de leur amphithéâtre. Des histoires de leur amphithéâtre. Ça revient à la tête, hein? Ça revient au montant. Je suis désolé, mais la première partie de saison jusqu'à peu près Noël, on parlait hockey, ça jouait au hockey. Puis finalement, ça jouait pas mal au hockey. Ouais. Il y avait du beau hockey. Les jeunes, ils performent là-bas, ils se développent. On ne met pas trop de pression, mais on a l'impression qu'on sait en tout cas où on va. Et puis là, tout d'un coup, on vient de Noël. Et comme cadeau de Noël, on revient encore avec tout le bazar de la patinoire, enfin de l'amphithéâtre, parce que là-bas, ils veulent faire un amphithéâtre. Hein. Un amphithéâtre, ça veut dire juste simplement que c'est pas juste une patinoire, c'est un peu comme aux États-Unis, ils font souvent des lieux où 2-3 clubs peuvent jouer, c'est-à-dire basket, hockey, spectacle. Alors du coup, ça recommence et puis les problèmes recommencent. Puis les joueurs, où c'est qu'on va jouer? On y met dehors, l'équipe va être vendue, l'équipe va déménager. C'est des êtres humains, puis c'est des gars qui ont des familles. Si aujourd'hui, l'équipe de l'Arizona déménage, je dis n'importe quoi, là, c'est une blague, là, déménage à Québec, c'est pas pareil pour tout le monde. Là. Ben non. OK? Ouais. C'est pas juste de la viande, c'est pas juste des gars qui, soi-disant, gagnent des millions, parce qu'en Arizona, il n'y a pas grand monde qui gagne c'est pas le même marché que partout. C'est des gars qui gagnent bien leur vie, c'est des gars qui sont professionnels, mais c'est des gars aussi qui ont son papa ou son mari. Et à un moment donné, ça fait 3 ans que c'est le bazar là-bas pour ça. Ouais. Et heureusement que la NHL veut les maintenir là-bas, parce que Atlanta, ça a pris moins longtemps que ça. Ouais. Hein? Ça a pris moins longtemps que ça. Hein? Ils ont été plus rapides à Atlanta qu'à l'Arizona. Heureusement que la NHL veut garder l'Arizona comme marché. Oui, parce que c'est beaucoup de patience de la part de Gary Bettman, mais c'est quand même dommage, comme tu dis, de voir les Coyotes comme ça, hors du portrait des playoffs. Danny, on va maintenant parler de toute autre actualité des dernières semaines dans la NHL avec notre segment Head to Head.
Danny, il y a eu beaucoup d'actualités dans les dernières semaines en NHL. Et donc, c'est parfait pour notre segment It-Wet. Ça nous fait plusieurs sujets, évidemment, à discuter. Et on va commencer avec notre tout premier sujet. Ça fait vraiment les manchettes ces dernières semaines. D'ailleurs, au moment d'enregistrer, en ce mercredi, la NHL a communiqué que l'appel de Morgan Rielly, l'appel de sa suspension, ne serait pas entendu. Donc, la suspension à Morgan Rielly de 5 matchs plus 200 000 $ US d'amende sera maintenue. Pourquoi cette suspension de 5 matchs? Un double échec en plein visage de Riley Greig des Sénateurs d'Ottawa. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce jeune joueur de 21 ans? Il avait tout simplement fait un énorme slap shot dans une cage vide alors qu'il était en échappée. C'est pas le geste le plus... le plus sportif possible, celui de Greig. Par contre, la réponse de Morgan Rielly était difficile à justifier, le double échec en plein visage. Danny, je veux ton avis. Est-ce que la suspension de 5 matchs pour le geste de Morgan Rielly était justifiée? Alors, on va juste dire ça comme ça. Si on enlève le pourquoi il l'a fait, s'il le fait tout simplement, le geste, c'est 5 matchs. On n'en discute même pas. On n'en discute même pas. Et même peut-être plus. OK? Puis la somme, voilà. Ça, je ne sais pas trop comment ils font pour calculer ça, mais ça, c'est leur problème. Mais le 5 matchs, pour moi, il n'y a pas photo. OK? Ce qu'il faut faire, et je comprends le jeune, OK? Je comprends le... D'ailleurs, c'est pour ça que je ne comprends pas trop la réponse de l'entraîneur de Toronto quand on lui a demandé ce qu'il pensait. Je l'ai pas trouvé sexy, sa réponse. En tout cas, sur le plan éducatif pour les jeunes, je ne l'ai pas trouvé terrible. J'espère qu'ils ne vont pas trop l'écouter. Mais si on replace le match dans le contexte, c'est un derby de l'Ontario. On est d'accord? Ottawa, ouais. Toronto. Bon. Les journalistes, ils l'ont vraiment squeezed ce match. Ils l'ont vraiment, ils ont mis de la pression, ils ont mis beaucoup d'émotions dans ce match-là. Les joueurs étaient crinqués comme des pendules. C'était vraiment, ils ont bien réussi leur coup pour faire vraiment mousser le gros match de l'Ontario, le derby de l'Ontario. Et puis, ils ont été, mon ami, ils en ont mis une sauce incroyable, OK? Et les joueurs étaient vraiment crinqués et le joueur arrive dans une cage vide et pour clouer le match, il lance avec toute sa hargne, sa fierté et son émotion du match qui met comme s'il avait mis un coup de poing, mais il a mis plutôt un but. Voilà. Bon, il est jeune. Ça se fait pas. Bon, OK, ça se fait pas. Si moi, à l'époque, j'aurais fait ça contre Repentini, ça n'aurait pas été grave. Tu vois, je veux dire, c'est de l'émotion. On veut de l'émotion dans un jeu comme le hockey sur glace, mais il ne faut pas trop en mettre, puis il faut en mettre seulement une fois de temps en temps et à certaines places, puis seulement quand ça m'arrange. Non, mais là, les gars, excusez-moi, le gamin a fait quelque chose qui, soi-disant, ne se fait pas. Eh bien, comme il n'est pas très vieux dans la ligue, eh bien, on le rappelle à l'ordre. Après le match, tu traverses, tu vas, comme les joueurs font d'habitude, ils vont dans le vestiaire de l'autre équipe voir leurs potes, et puis tu vas voir le gamin, et tu dis, écoute, gros, ou tu vois le capitaine de l'équipe adverse, tu dis, écoute, tu peux lui parler, c'est pas comme ça que ça se fait, il faut lui dire, OK, mais là, un croche-check, non, là, là, on va... Alors, si tu me dis que le gamin n'a pas le droit de faire ça parce qu'il y a trop d'émotions, et après que tu me dis que, ouais, mais c'est normal parce que Morgan Rielly avait beaucoup d'émotions, puis c'est dans l'émotion qu'il a donné le coup, ben là, écoute, il est où le problème? Alors, moi, je pense que, ben voilà, il a peut-être mal répondu, c'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas, mais si je me souviens bien dans tout ce que j'ai lu, Marcel Dionne l'avait déjà fait. Ouais. En junior, hein? OK. Il l'avait déjà fait, hein, il l'a dit. Il n'avait rien eu, personne ne l'a approché. Certains joueurs, anciens joueurs de la NHL ont dit, ouais, s'il aurait fait ça, moi, j'aurais sauté dessus, puis ce ne serait pas fini comme ça. Moi, je pense que des règles non écrites de ce type-là, c'est pas des choses c'est pas pour moi, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot juste pour dire que parfois, il y a des règles non écrites comme ça qui peuvent être expliquées sans être obligé de décapiter la tête d'un autre. Honnêtement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, je trouve que la suspension, 5 matchs, c'était le minimum que la Ligue nationale devait donner. Même si le joueur n'a pas été blessé, hein, c'est vraiment l'acte. Heureusement que ça a glissé, quoi. Heureusement que ça a glissé, ouais. Mais
Slapshot ou non, je veux dire, oui, c'est des lois d'un écrit du hockey. Encore là, Morgan Riley a puni sa propre équipe en se faisant suspendre de la sorte. Je suis pas d'accord, ils ont gagné 4 matchs quand il n'était pas là. Oui. Mais normalement, sur papier, tu enlèves quand même le meilleur défenseur de l'équipe. Exact. Il s'est puni lui-même. C'est complètement imbécile, surtout que au prochain match, soyons honnêtes, ben là, celui qui a la cible dans le dos, c'est Morgan Riley. Donc lui-même vient de mettre sa cible dans le dos. Puis là, après, son entraîneur et Ryan Reeves prennent sa défense. Oui, mais attends. Les gars ont pris leur défense, mais quand même, l'association des joueurs, on ne les a pas entendus. Hein? Non. On ne les a pas entendus. J'aurais aimé les entendre. Non, mais pourquoi? Non, mais tu ne peux pas les entendre. C'est pas une règle. Mais c'est ça. C'est une règle qu'eux ont établie. Ça n'existe pas. Le gars, il a le droit de lancer. S'il aurait voulu jouer à faire un coup de billard, imagine le gars, il patine, il a le temps, puis il se couche, puis il fait un coup de billard. La NHL veut du spectacle. La NHL veut des choses différentes. La NHL veut de l'émotion. Tu crois que Batman, il va dire à Morgan Riley, non, tu as raison, le gamin, il joue avec trop d'émotion. Batman, c'est le premier qui est heureux de voir qu'il y a de l'émotion entre Ottawa et Toronto. Ben oui. Mais après, Morgan Riley aurait été mieux de passer à côté, puis après son but, là, après sa célébration, juste passer à côté puis lui dire, ça, mon gars, ça se fait pas ici. Au prochain match, fais attention à toi. Oui, si tu veux, comme ça, oui. Tu peux l'intimider comme ça. Après, ça veut pas dire que tu vas faire quelque chose au prochain match. C'est juste qu'au prochain match, il va arriver puis il va trembler comme une feuille. Il va avoir peur, peut-être. Il va être intimidé. Parce que de l'intimidation sur les patinoires NHL, sur les patinoires en Suisse, il y en a beaucoup. Mais de là arriver puis agresser physiquement quelqu'un pour un geste aussi anodin, pour moi, c'est inacceptable. Non. Puis, moi, sincèrement, là, je préfère qu'il fasse un shoot comme ça, puis qu'il le mette dedans, qu'il fasse tout et n'importe quoi juste pour faire rire tout le monde, puis qu'il loupe, puis que le pas qu'il reparte dans l'autre sens, et puis que ça fasse 3-3. Ouais. Alors, mais bon, après... Écoute, on donne encore de la visibilité, de l'attention à Morgan Riley. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, les Maple Leafs s'en sortent bien, c'est vrai, avec ces 4 victoires depuis qu'il est suspendu. Mais quand même, c'est risqué de punir son équipe pour rien. Ouais. Deuxième sujet, Danny, on l'a tous vu, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux. Jaromir Jagr qui a vu son maillot être retiré par les Penguins de Pittsburgh. Ça te donne le sourire, ça me donne le sourire aussi, honnêtement. Ça a été une soirée incroyable. Puis la question que je te pose, elle est facile à répondre. Est-ce que pour toi, c'était une célébration réussie? Moi, c'est la première fois que je vois qu'on retire un maillot et le gars, il joue encore. ça aurait été beau qu'il lui signe un contrat pour une journée. J'ai l'impression qu'il peut encore jouer avec eux. Non, les gars avec la coupe de cheveux, Ah non, mais c'était... c'est une des plus belles. Honnêtement, ouais. C'est une des plus belles. On en a vu beaucoup, là. On en a vu beaucoup. Il était extra, hein. Je sais pas si tu as écouté son discours était incroyable. Son discours, là, avec sa copine. mais c'est un gars sur les réseaux sociaux qui a beaucoup d'humour aussi. Et il l'a très bien montré. Il y a eu le moment émotif lorsqu'il disait que la première fois qu'il avait vu un joueur dominer comme personne d'autre, c'était devenu son idole et que ce joueur était Mario Lemieux. On sentait beaucoup d'émotions entre les deux. Hein. Il y a quand même une proximité entre Mario Lemieux et Jaromir Jagr. Comme Crosby et Malkin. Hein, exactement, c'est vraiment... mais le fait qu'il ait pu s'entraîner avec l'équipe avant le match, le fait qu'on le fasse sauter sur la patinoire pour l'échauffement avec tout le monde qui a sa fameuse coupe de cheveux. Écoute, Crosby était trop beau. C'était incroyable. Puis même à l'entraînement, Christopher Le Temps qui a pris le moment d'aller le voir, lui parler puis lui dire que c'était son idole de jeunesse, lui qui avait porté le 68 toute sa carrière parce que c'était son joueur préféré. Il y a des trucs comme ça qui ne s'inventent pas et c'était vraiment... C'est dommage parce que les Pingouins ont perdu ce match-là. Les Kings sont venus jouer les troubles-fêtes dans ce grand party qui était le retrait de maillot de Jaromir Jagr. Mais pour vrai, c'était à l'image de ce que la NHL veut devenir. C'était divertissant, c'était une belle histoire du début à la fin. Tout ce qui manquait, c'était un contrat d'une journée pour qu'il joue le match. Il était en forme pour ça. Moi, j'ai trouvé ça très humain. Ouais.
C'est ça qui a fait la différence des autres, parfois très protocolaires, Ouais. très in the box, là, tu sais, très dans la boîte, très carré. Là, c'était le gars, il vient à l'entraînement, le gars, il va au warm-up. Les gars jouent une match important contre Los Angeles. Le gars, il est au warm-up, il va dans le vestiaire, les gars s'éclatent. T'as Mario Lemieux qui est là-dedans puis qui se mélange, qui se mélange. Les anciens sont venus, Francis est venu. Enfin, ils sont tous venus d'ailleurs, mais oui, mais j'ai trouvé ça ouais, très humain et puis très drôle. Moi, c'est une des premières fois que je regarde presque de bout à bout. Ça, d'habitude, je vais vite à l'essentiel, mais là, j'ai trouvé ça trop drôle. Oui, non, c'était parfait. Voilà, c'est tout. Puis Puis, après ça, ben, les gens étaient contents. Je veux dire, le gars est encore un bon vivant, le gars est encore un joueur de hockey, le gars il sait encore patiner, le gars il sait encore jouer. ouais. Non, c'est joli, quoi. Moi, j'ai trouvé ça beau. Oui, c'était magnifique. Je suis du même avis. Et il est sorti énormément de statistiques par rapport à la carrière de Jaromir Jagr. Et celle qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus surprise, c'est celle qui disait que Jaromir Jagr avait joué avec ou contre 38% des joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey au cours de sa carrière. C'est dire à quel point il a joué sur plusieurs générations. Il a joué avec ou affronté plus du tiers des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey. C'est assez exceptionnel quand même, cette carrière de Jaromir Jagr. Vraiment un très, très beau moment que nous ont offert les Penguins de Pittsburgh et l'ancienne vedette. J'ose même pas penser quand ils vont faire la même chose pour Crosby. Ça va être exceptionnel aussi, ouais. Et juste, on se met dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais pas à quel moment ils vont retirer ce maillot de Sidney Crosby, mais de le revoir avec Evgeny Malkin, avec Christopher Le Temps, avec Marc-André Fleury, c'est juste ça, ça me donne déjà des frissons. Tu sais, de revoir vraiment le noyau de cette équipe-là, ça va être exceptionnel. Ouais. Ben, c'est rare d'avoir une équipe avec 4, à l'époque, hein, 4 joueurs de franchise. C'est très rare. Très rare. Je pense que c'est une des dernières fois. Parce que tu as Fleury, qui est un joueur de franchise, Letang, Malkin et Crosby. Et ça, c'est les joueurs qui l'ont voulu. Hein. Oui. Parce que quand tu regardes le contrat de Crosby, puis tu regardes ceux de McKinnon et puis de McDavid, il y a une petite différence. Pourquoi? Tout simplement parce que Malkin, Crosby et Letang et Fleury avaient fait un pacte qu'ils voulaient jouer ensemble le plus longtemps possible. Et puis, c'était le seul moyen d'avoir une équipe capable de gagner la Coupe Stanley le plus longtemps possible ensemble. Ouais. Ben écoute, on va rester sur les Penguins de Pittsburgh, Danny. On va parler des Penguins et des Capitals de Washington parce qu'évidemment, dans leur époque, les deux équipes ont aligné probablement les deux plus grandes vedettes de la génération, Alexander Ovechkin et Sidney Crosby. Là, les deux équipes se retrouvent à 6 points et à 8 points d'une place en play-off. Washington est à 6 points, Pittsburgh à 8 points pour les play-offs. La date limite des transactions approche, c'est le 8 mars prochain. Est-ce que tu les vois devenir vendeurs? Est-ce que c'est le temps pour ces deux équipes d'amorcer une reconstruction selon toi ou si on persiste et on persiste et on persiste? Alors, les Penguins n'ont pas le choix. Les Penguins n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de choix au repêchage. Ou très peu de qualité. Alors, du coup, eux ils n'ont pas le choix. Eux, ils n'ont vraiment pas le choix. La seule chose qui sont un petit peu embêtés, c'est qu'ils n'ont pas le choix, mais ils n'ont aucun choix. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas décideurs. Ouais. Il faut que les joueurs qui veulent échanger, enfin, où ils peuvent avoir quelque chose, je parle de Crosby par exemple, il faut qu'ils le veulent. C'est lui qui décide. Ils ne sont pas décideurs. Ils sont décideurs de vendre, mais ils ne sont pas décideurs de qui ils peuvent vendre. Alors, si tu veux vendre puis avoir quelque chose en retour, ben, il y a Guentzel, il y a Crosby. Aujourd'hui, c'est les deux sur lesquels tu peux avoir une plus-value. Et Guentzel s'est blessé, si je ne me trompe pas en plus. Ben oui, c'est drôle, il se blesse juste au moment où il faut qu'il se fasse changer. Ça arrive souvent, ça. Mais voilà. Heureusement que les gens... Bon, c'est pas une grosse blessure, alors du coup, ça ne met pas sa carrière en péril. Alors, il est toujours vendable, il est toujours transférable et on connaît sa valeur. Alors, du coup, c'est pas très problématique à partir du moment que c'est pas une blessure qui va le mettre 4 mois dehors. Ouais. Pas Crosby. Washington, pardon, avec Ovechkin. Là, c'est plus risqué. Non pas qu'ils ne doivent pas vendre, ils doivent vendre, ils doivent être vendeurs, mais ils n'ont pas forcément... Ce qu'ils ont à vendre est fatigué. Et à la décharge de Crosby, Ovechkin, oui, c'est deux super joueurs, mais Ovechkin
son talent lui demande une condition physique. Mais puis, vu la carcasse du bonhomme, hein, je ne sais pas si c'est un gros bonhomme, ça demande une grosse condition physique. C'est un gars qui a beaucoup frappé, qui s'est fait beaucoup frapper, mais qui a beaucoup aussi subi le jeu. Et je pense que là, son corps est fatigué, puis il a tapé le mur. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr qu'il est capable de remplir toutes les cases qu'il remplissait avant comme joueur qui demanderait 22, 23, 24 minutes de glace comme à son habitude. Ouais, là, et déjà que c'est un joueur qui trichait, là, il triche encore plus, là, honnêtement. Ben, et d'ailleurs, il est même plus utilisé à 4 contre 4 ou en prolongation à 3 contre 3. Tellement il a plus de patins, tellement non, il n'y a plus de jump. Il n'y a plus de jump. Il a un shoot encore, là. Puis d'ailleurs, ça se voit. Je veux dire, il a 8 buts, 12 points ses 8 derniers matchs. C'est sa meilleure séquence de la saison, d'ailleurs. Mais c'est vraiment plus Alexander Ovechkin qui a marqué 50 buts il y a 2 ans. Non. C'est vraiment pas le même joueur. Alors, du coup, ils peuvent le transférer, mais ils ne vont pas gagner la même chose que si Pittsburgh. Surtout que Crosby est encore très bon. Alors. Le DG de... On s'entend que le DG de Pittsburgh, s'il veut échanger, Crosby devra demander à signer Crosby. Il y a une question de respect aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais même pas. Il y a la clause dans le contrat qui dit que Crosby a le choix. Et en plus, je crois qu'il a le choix en 8 équipes. Mais est-ce que tu penses que du côté de Washington, Ovechkin a le même pouvoir que Crosby peut avoir? Est-ce que lui aussi peut dire « Eh non, moi, je reste ici ». Non, parce qu'il y a une différence. Et tout le monde le voit. Tout le monde voit le successeur de Mario Lemieux comme propriétaire des Penguins de Pittsburgh. Est-ce que tu vois, toi, Ovechkin, propriétaire des Capitals de Washington? Ovechkin est déjà en train de glisser entre les lignes qu'il va partir jouer en KHL bientôt. Ouais. Hein? Il veut finir en KHL. OK, oui, ben, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, on a 2 bonhommes qui ont vraiment beaucoup apporté, mais 2 bonhommes qui ont, au niveau de la communauté NHL, complètement une valeur complètement différente. OK, on parle d'Alexander Ovechkin. Et là, évidemment, on a un gros buteur qui est Austin Matthews, qui joue sa 8e saison en carrière. La question que je te pose, et ça, c'est une question vraiment... la question qui tue, entre guillemets. Quel est le meilleur buteur de sa génération? Austin Matthews, qui a 348 buts et qui joue en ce moment sa 8e saison, donc qui devrait facilement atteindre les 360, 365 buts, si ce n'est pas plus, à la fin de sa 8e saison. D'ailleurs, il a marqué 2 tours du chapeau consécutifs la semaine dernière. Il a des triplés dans 11% de ses matchs cette saison. Ou Alexander Ovechkin, qui, après 8 saisons en NHL, avait 371 buts. Donc, c'est quoi? C'est une vingtaine de buts de plus et il reste encore des matchs à Matthews pour atteindre la même marque Ovechkin après 8 saisons. Pour toi, qui est le plus grand buteur de sa génération? Écoute, les deux, non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu ne peux pas dire qu'Ovechkin, c'est pas un buteur. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Par contre, il y a une réponse qui est assez similaire pour les deux. C'est que c'est 2 équipes, c'est 2 organisations où les 2 joueurs sont libres d'accès total. Gagne, pas gagne, fais tes points. Ouais. Pour l'instant, c'est des joueurs qui sauvent la franchise. Ovechkin, quand il a commencé, les Capitals de Washington, il n'emmenait pas large. Hein? Heureusement que lui était là pour... c'était un peu le gars qui a sauvé le... ils sont quelques-uns comme ça à avoir sauvé leur c'est pour ça qu'on les appelle les joueurs de franchise. À avoir sauvé l'organisation parce que leur présence était là. Ils avaient une présence et on les a laissés jouer. Et le seul moyen d'amener du monde dans les gradins, c'était de laisser Ovechkin faire ses points. C'est lui qui rendait le jeu spectaculaire. Et tranquillement, pas trop vite, on lui a amené des petits morceaux puis pour former un groupe. Et puis, ils ont eu de la chance que Ovechkin a fini par comprendre au bon moment de sa carrière que s'il ne changeait pas, il ne gagnerait jamais la Coupe Stanley. Et heureusement, il a compris vite. Parce que sinon, il était vraiment au bout du rouleau, tu vois. Alors que Matthews, ben, il est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le laisse vraiment... parce que Toronto ne s'est pas encore trouvé une équipe capable de dire ben, on va challenger la Coupe Stanley. Alors du coup, pour être capable de remplir tout ça, on doit laisser les joueurs jouer. Et c'est les joueurs qui sauvent l'organisation. Moi, je me souviens un jour, il y a des dépisteurs qui étaient venus voir jouer un joueur suisse qui a joué junior majeur du Québec.
Et on m'avait demandé un peu un rapport et tout. Puis la personne est venue voir le match. Et puis, je lui ai dit, écoute, voilà le rapport. Par contre, dans telle situation, il y a quand même pas mal de travail à faire. Il m'a dit, écoute, mon bien Danny. Il dit, nous, on joue devant 15 000 personnes. Il dit, marquer des goals, c'est très difficile. Alors, s'il est capable de marquer des goals, c'est ce qu'on veut. Puis, s'il faut qu'il apprenne à défendre, on va y apprendre à défendre. Voilà. Alors, tu vois, ça explique un peu ce qui se passe avec Matthews et Ovechkin. C'est qu'aujourd'hui, si on veut remplir à Toronto et à Washington, on n'a pas l'équipe pour être capable de dire qu'on va remplir juste grâce à l'équipe. Alors, on laisse la place aux joueurs, puis on y va. C'est ce qu'a fait aussi McDavid à Edmonton avec Draisaitl. OK. Mais, je te repose la question, je veux juste un nom. Pas d'explication, un nom. Dans ton cœur, à toi, qui est le plus grand marqueur? Moi, c'est Matthews. Oui, oui. Moi, c'est le fond de jeu d'Ovechkin que j'aime pas. Ouais. C'est le fond du jeu. C'est pas le buteur. Le buteur, il est incroyable. Et je discute pas là-dessus. C'est le fond de jeu que j'aime pas. Je le trouve dangereux comme joueur. Ouais. Écoute. Très dangereux. Ouais. Parce que c'est un camion, hein. C'est un camion. Hein. Oui. Mais j'irai avec Matthews aussi. Honnêtement, j'ai toujours beaucoup aimé l'aspect spectaculaire d'Ovechkin, la façon qu'il marquait ses buts et tout. Mais reste quand même que Matthews, j'ai l'impression qu'il a plus d'arsenal. On s'entend. Non, je vais changer ma façon de dire. Je pense qu'il réussit à marquer des buts de plusieurs autres façons. Il y a plusieurs façons de marquer des goals. Alors qu'Ovechkin marque encore, même aujourd'hui, des buts souvent de la même façon. Quand tu réussis vraiment à le stopper sur le power play, son but classique, le one-timer et tout, il a l'un des meilleurs one-timers de la ligue, un des plus précis et tout, mais reste que Matthews réussit à marquer de façon complètement différente ses buts. C'est là où j'ai l'impression que peut-être qu'il s'en fait un plus grand marqueur. Mais honnêtement, cette course-là, on disait que le record de Wayne Gretzky de 894 buts était impossible à atteindre. Ovechkin s'en rapproche et j'ai l'impression que Matthews, à la fin de sa carrière, il sera dans la course aussi. Il sera certainement dans le top 3, en tout cas, avec Ovechkin et Wayne Gretzky comme meilleur buteur de l'histoire. Dernier sujet, Danny, on a le temps pour un petit dernier. Il y a la USHL, donc la Ligue de développement américaine, qui est vraiment la porte d'entrée vers la NCAA. Donc, les collèges américains, les universités américaines, qui auraient, parce qu'évidemment, c'est des nouvelles qui ont été divulguées, mais qui n'ont pas été 100% confirmées, mais c'est quand même, ça va dans cette direction-là. C'est ça, table, ouais. Voudrait avoir une division canadienne, donc 4 clubs au Québec, des clubs en Ontario, donc viendrait jouer un peu dans la cour de la Ligue canadienne de hockey, donc la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ontario et la Ligue de hockey junior maritime Québec. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise nouvelle justement pour ces trois ligues-là de voir arriver la USHL dans le portrait canadien? Alors, je pense qu'on peut peut-être l'avoir de deux façons. Moi, si je suis joueur de hockey, je me dis, une opportunité de plus. OK? Par contre, la USHL peut éventuellement, et là, il faudrait voir le fond du Junior 3A au Québec, qui est censé être une ligue qui permet cela, et le Junior A en Ontario et Junior A dans l'Ouest. Parce qu'en Ontario et dans l'Ouest, c'est pas Junior 3A, c'est Junior A. Ouais. Alors, puis nous, à Québec, on est plus intelligents, c'est 3A. Alors, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, ça va faire de l'ombre à cette ligue-là. OK? Ouais. Parce que Carl Turris, par exemple, qui a joué au Prédateur, a joué en Junior A. Ouais. Tu vois? Seabrook a joué en Junior A. Tu vois, il y a même des très, très bons joueurs d'NHL qui ont joué en Junior A. C'est juste que les garçons voulaient garder leur éligibilité pour l'universitaire. Alors, ça fait une ligue de plus. Ça peut permettre aux joueurs, à plus de joueurs d'évoluer. Est-ce que ça va affaiblir le Junior 3A et le Junior A? Certainement. Certainement, ça c'est certain. Est-ce que ça va affaiblir la Ligue junior majeure? Non, je pense pas. Je pense pas. Par contre, ce qui va être très intéressant, et là j'attends d'avoir des trucs, c'est sur la draft. C'est sur la draft. Est-ce qu'on va drafter des joueurs américains pour aller jouer? Et où on va, si USHL qui est basé au Canada, vont prendre que des joueurs canadiens. Ils n'ont pas le droit. En principe,
tu peux pas empêcher d'avoir des Américains et des Canadiens. Tu vois, j'ai hâte de voir comment la draft va se... Et qui va avoir le premier choix, enfin, pas le premier choix, mais qui va être le premier à drafter? Est-ce que c'est la Ligue junior majeure du Québec, enfin la Ligue canadienne qui va drafter en premier, la USHL va drafter? Parce qu'en principe, je pense que si je me fie aux dates, la USHL est toujours après la Ligue canadienne. Oui, normalement, parce que la Ligue canadienne peut repêcher là, dans l'été de 15 à 16 ans. Oui. Alors que la USHL, si je ne me trompe pas, c'est 16-17. C'est juste une année après. Donc. Mais en même temps, si, pour moi, dans ma tête, si la USHL veut venir au Canada, c'est pour développer le marché canadien, des joueurs canadiens dans la NCAA. Donc, je trouverais curieux qu'on amène des joueurs américains évoluer dans la USHL au Canada. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. J'ai hâte d'avoir. Mais encore là, c'est juste que la Ligue canadienne de hockey, ça reste un business quand même. Oui, ils développent des joueurs, mais ça reste des petites franchises qui essaient de survivre dans ce milieu-là. Et là, on vient mettre un autre joueur dans leurs pattes, un joueur qui a quand même beaucoup d'argent, qui est soutenu aussi probablement par des universités aussi, par des programmes américains. C'est pas le même financement aux États-Unis. Pas le même financement, exactement. Mais j'avoue que pour les joueurs, j'entendais d'ailleurs une entrevue dernièrement de Vincent Desharnais, qui lui n'avait pas été drafté à la JMQ. Du coup, il avait décidé de faire du Junior 3 justement ou du Midget 3, je me souviens plus. Et pour rentrer à l'université, donc il avait été ensuite du côté de la NCAA. Ça donne plus de portes aux joueurs canadiens. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Pour les Québécois aussi, plus de possibilités. Ce qui est drôle, c'est que on veut ramener des joueurs canadiens dans le giron de l'université américaine, alors qu'au basket, on essaie de fermer les portes là, parce qu'il y a trop de Canadiens à l'université américaine. Les Team Canada commencent à être trop... on commence à avoir vraiment de la très grosse qualité et commence à avoir peur. Alors du coup, ils ont dit, il faudrait peut-être commencer à arrêter parce que là, on est en train de développer le basket canadien. Puis là, ils voient aussi que le basket... Alors c'est drôle comment le processus il est fait. Ils vont peut-être faire marche arrière dans 5-6 ans s'ils voient que les forces sont changées. Mais ce serait intéressant de suivre. Les Américains sont tellement business que les universités s'en foutent un peu parce que quand tu joues à NCAA et que tu as une patinoire, les Gophers, Minnesota, UM, l'Université de Minnesota, il y a 15 000 personnes, une patinoire de 15 000 personnes pour l'université. Depuis 1972, c'est plein. Ouais. Sold out. Et, quand tu parles business avec les Américains, ils t'inquiètent pas que... ils sont capables d'en faire de la business. L'argent n'a pas d'odeur pour eux autres. Hein. Mais ça reste une histoire qu'on va suivre de près. Donc la USHL qui... Et puis pour nos Suisses, attention, pour nos Suisses aussi. Aussi, ça serait un bel endroit pour aller, des équipes de plus pour éventuellement se faire voir pour les universités en principe, pour jouer à USHL, tu dois avoir joué une année à NHL, tu ne peux pas jouer directement à USHL. Quand tu es européen, mais il faut voir un peu le système, là, mais ils vont peut-être aussi raccommoder le système peut-être. En conséquence. Mais en tout cas, ça peut être une opportunité pour nos Suisses. Alors, à nous de nous réveiller si on veut garder nos meilleurs puis avoir des championnats qui ressemblent à des championnats en U17, U20 parce que dans les autres pays, améliorent la formation. C'est ce qu'on doit garder aussi en tête, c'est qu'ici, on doit améliorer aussi notre formation. Écoute, si on veut garder nos joueurs, il faut être capable de leur donner à manger. Exact. Hey, Danny, ça se termine comme ça l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Toujours intéressant de t'avoir. Puis on se dit à très bientôt. Oui, c'est court. Je sais que c'est court. Ça passe trop vite. On était habitués à 1h30, nous deux. De se limiter à 1 heure, c'est un peu plus compliqué. C'est bon. Merci, Danny. C'est gentil. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Avant de vous quitter, je vous rappelle nos 2 rendez-vous NHL sur MySports ce week-end qui mettront en vedette les Devils du New Jersey. Tout d'abord, samedi 20h sur MySports 8, le Canadien de Montréal affrontera les Devils dans notre match de la semaine commenté en français. J'aurai donc la chance de vous y retrouver pour vous faire vivre cette rencontre. Et sinon, le lendemain, dimanche 19h sur MySports 4, encore une fois, les Devils seront en action, cette fois face au Lightning de Tampa Bay, en commentaires originaux anglophones. Sinon, dans 2 semaines, rendez-vous pour un nouvel épisode d'Overtime NHL. Il sera certainement question de la date limite des transactions qui sera le 8 mars prochain. Sinon, entre-temps, portez-vous bien et j'ai très hâte de vous retrouver. Bye bye.
Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.